Merci, Monsieur le Président, Messieurs les membres du jury. Avant tout propos, je tiens tout d'abord à vous remercier d'avoir bien voulu sacrifier votre temps si précieux pour être là ce matin. Votre présence à cette soutenance dénote bien l'intérêt que vous accordez chacun à ma modeste personne. Au terme de 2 ans de formation au sein de la faculté de droit et des sciences politiques à l'université Hassan Ier, je tiens également à rendre un vibrant hommage à l'ensemble de mes professeurs, en particulier M. le Majidi Mustafa, sans qui ce travail ne serait possible. Une fois de plus, merci pour l'accompagnement et le suivi, et surtout l'intention que vous avez me donnée tout au long de mon travail. Monsieur le Président, Messieurs les membres du jury, le sujet de mon mémoire de master est intitulé « Le projet marocain de l'autonomie pour le Sahara et l'autodétermination ». Ce sujet que nous essayons de traiter durant cette formation de master vise à mieux comprendre les interprétations des principes de l'autodétermination dans son sens endogène et précisément démocratique. Cette définition du sujet nous permettra d'appréhender cette recherche, à savoir l'autonomie comme expression de l'autodétermination selon la nouvelle perception de l'affaire des Sahara à la lumière de ces nouveaux rebondissements. Dès lors, la problématique de cette recherche va se focaliser autour de l'interrogation suivante. La solution de l'autonomie satisfait-il le principe de l'autodétermination en dehors des cas de décolonisation? Autre, l'initiative marocaine contribue-t-il à de nouvelles interprétations des principes de l'autodétermination? Nous choisissons à formuler 3 hypothèses comme point de départ à notre réflexion pour répondre à cette problématique comme suit. Le paradigme de l'autodétermination indépendance qu'évoque dans les années 60 du siècle précédent a cédé la place au paradigme de l'autodétermination démocratie. La deuxième hypothèse, la solution de l'autonomie, désormais une forme d'expression de l'autodétermination. Et la troisième paradigme, l'idée d'un recours au référendum a changé au fil des temps et les grands spécialistes de ce dossier sont convaincus de plus en plus de l'impossibilité de sa mise en œuvre. La présente recherche a pour but d'expliquer et d'évaluer l'évolution de l'affaire des Sahara marocains. Aujourd'hui, la bataille est essentiellement juridico-politique. Il apparaît également que ce conflit se joue sur la scène internationale et notamment auprès des Nations Unies. En effet, nous essayerons dans la première partie de décrypter l'attitude de cette organisation et les revendications marocaines sur la souveraineté des Sahara comme partie intégrante, objet de solliciter l'ONU à se prononcer sur les rapports juridiques et historiques des Sahara avec le Royaume du Maroc. Tandis que, dans la deuxième partie, il s'agira d'aborder en général le principe de l'autodétermination et surtout son inapplicabilité comme un projet, ou bien dans le sens d'un projet de l'indépendance, nourri via les règlements intérieurs qualifiés caducs en définitive, pour déboucher à une alternative ou bien à une solution alternative qui est le projet marocain de l'autonomie, veillant sur une conciliation entre la souveraineté et le principe de l'autodétermination. Comme on le sait, ce conflit artificiel qui est entretenu sur le Sahara marocain, connu aussi comme un conflit gelé et oublié, constitue l'un des conflits les plus anciens non résolus. Ses origines remontent à l'héritage colonial et surtout au tracé des frontières qui ont accompagné les indépendances, soit du Maroc ou bien de l'Algérie. Depuis 47 ans, et après la marche verte du 6 novembre 1975, qui clôt la question de la colonisation des provinces du sud marocain par l'Espagne et le retour au royaume chérifien, une analyse d'envergure est devenue nécessaire sur la persistance des conflits au niveau diplomatique et politique.
À cet égard, un tournant dans la gestion des dossiers du Sahara au niveau de l'ONU, dans la mesure où la transition a été dans la résolution même de ce conflit, en passant par la logique de la décolonisation et des droits des peuples à disposer eux-mêmes à la recherche d'une solution politique, c'est-à-dire le passage du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies qui énonce les actions entreprises en cas de menace ou des actions d'agression, au chapitre 6 qui mentionne les résolutions pacifiques des conflits. Comme vous savez, le principe de l'autodétermination occupe aujourd'hui une place remarquable dans l'ordre juridique international. Cependant, la portée de ce principe reste variante et revêt des aspects différents selon le cas de son interprétation et son application par l'État concerné par ce conflit, par ce principe. Cette application se balance entre l'autodétermination qui signifie l'indépendance et l'autodétermination qui fait référence au libre choix des peuples, à leur système économique, social, politique, etc. Certes, il s'agit d'une ambivalence de l'essence même de ce principe dans la Charte des Nations Unies et son interprétation, voire les textes de droit international. Il semble qu'un retour à la jeunesse de ce principe est nécessaire pour mieux cerner ce principe. Il s'avère donc en parallèle que ce principe est à vous lier avec les nouvelles tendances du droit international vers la démocratie et les droits de l'homme à partir des années 90 du siècle précédent et notamment avec la chute des blocs socialistes et l'émergence d'un nouveau système de mondialisation. L'autodétermination peut garantir au peuple le choix, comme déjà cité précédemment, de leur système de gouvernance. Même les mondialistes semblent parvenir à ce principe, ou bien à cette notion de droit des peuples à disposer eux-mêmes les solutions politiques jugées selon eux pacifiques. Le principe de l'autodétermination concerne plutôt les relations entre un peuple et son propre État, ou bien son propre gouvernement. Il pourrait s'analyser comme l'obligation des gouvernements de prendre en compte la volonté exprimée clairement de leur peuple. Dans ce contexte, Theodore Christakis est un professeur de droit dans son ouvrage intitulé « Le droit à l'autodétermination en dehors des situations de décolonisation » affirme que l'autodétermination pourrait aussi inclure le droit à l'autonomie et le droit à l'autogouvernement de certains groupes à l'intérieur d'un État. Il devient un concept plus proche de la démocratie. Dans ce sens, le Maroc a présenté en 2007 au secrétaire général des Nations Unies une initiative pour la négociation d'une solution d'autonomie pour la région du Sahara. Dans sa résolution 1783, le Conseil de sécurité s'est félicité des efforts sérieux et crédibles faits par le Maroc pour aller de l'avant vers un règlement. Selon de nombreux observateurs, la solution de l'autonomie reste la forme la plus démocratique et la plus moderne de l'autodétermination. Il permet un règlement de gagnant-gagnant win-win qui préserve la souveraineté tout en constitutionnalisant et en institutionnalisant le droit des populations concernées à s'autojurer démocratiquement dans le plein respect de leurs droits humains et leurs spécificités culturelles, linguistiques, voire ethniques. Cet élargissement des principes de l'autodétermination a été encore renforcé par la résolution 2625, paragraphe 4, 1970, qui a ajouté un quatrième mode, à savoir l'acquisition de tout autre statut politique librement décidé par un peuple, constitué pour ce dernier le droit de déposer lui-même le statut ou bien la solution qui lui convient. Il semble que ceci
renforce la validité de la solution de l'autonomie et sa conformité avec le droit et la pratique onusienne dès lors qu'elle a été négociée et acceptée dans un accord politique consensuel et définitif. Outre, le référendum n'est nullement un moyen obligatoire, ni même une voie exclusive pour l'autodétermination. Depuis 1945, et sur les 64 cas des conflits territoriaux, l'ONU n'a résolu que 3 par référendum, les autres ayant été résolus par des négociations politiques. Certes, l'approche juridique du droit international considère que les fondements modernes de l'autonomie émanent d'une conviction politique, ici d'une initiative volontariste de l'État qui garde toujours son droit de regard et veille scrupuleusement au respect des souverainetés et des compétences de la souveraineté et aussi de l'intégrité territoriale, ainsi que la décision régionale d'une entité infra-étatique ne soulève aucune dimension internationale. Mais dans l'affaire du Sahara, il convient de relever que soit la pratique ou bien le droit onusien ont consacré la négociation comme le moyen privilégié par la communauté internationale satisfaisant l'autodétermination. La question du Sahara est donc liée manifestement au sujet de l'autonomie dans le cadre de l'application de l'autodétermination. Présentement, en partant de ce constat, l'autonomie régionale est parfaitement compatible à l'autodétermination, dès lors qu'il s'agit d'une collectivité locale de gestion de ses affaires communes avec ses propres organes désignés démocratiquement et sur la base de ses propres lois. C'est précisément à cette conception que se rattache le projet d'autonomie élaboré par le Maroc afin d'aboutir à une solution mutuellement acceptable entre les parties intéressées et concernées par ce problème. Ce dernier résulte d'une opposition entre une revendication de l'indépendance de la part des Front du Polisario et le pays hôte algérien et la volonté affirmée depuis 1968 par le feu roi Mohammed V dans son discours à prononcer Al-Mohamed El-Ghazlan pour la réintégration des provinces sahariennes à l'ensemble marocain, dont ils étaient détachés depuis le XIXe siècle par le colonialisme espagnol et l'appui de la France. Cependant, ce conflit nous a permis de constater la fragilité du droit international et l'ambiguïté derrière l'affaire du Sahara et l'ambivalence autour de l'application de la notion du droit des peuples à disposer eux-mêmes, surtout au volet juridique, ce qui nous amène à se poser la question de la pertinence du droit international en ce qui est en rapport avec la solution escomptée. Aussi, les instances internationales n'ont pas pu régler la situation et se sont limitées à émettre des résolutions et lancer des pourparlers entre les belligérants. J'ouvre les parenthèses. Pendant les 2 premières réunions de Manhasset, qui se sont d'ailleurs suivies par des pourparlers directs et indirects à Armonk, aux États-Unis, à Lisbonne, et dernièrement des tables rondes à Genève, sous l'égide des Nations Unies, le secrétaire général a indiqué que les parties concernées avaient affiché des divergences quant à la définition de l'autodétermination. Bien qu'ils étaient affirmés, on acceptait le principe, ces divergences reflètent effectivement 2 conceptions de l'autodétermination. L'une internationale, ou bien l'une internationale traditionnelle, pacifiste, et l'autre postmoderne. Face à ces 2 idéologies différentes, les organismes internationaux n'ont pas pu trancher.
il laisse la voie ouverte aux États pour trouver la solution. Et bien que les États restent des sujets essentiels, nous constatons comme dans d'autres conflits, ce sont eux qui priment au-delà de le droit international, tout comme la situation actuelle en Ukraine. Malgré les règles internationales qui englobent le droit international, ce sont les États-nations qui ont le dernier mot. À travers ces exemples, on a remarqué que le droit international nie en principe qu'un référentiel symbolique pour nous éviter que ce conflit du Sahara prenne d'ampleur et arrive à son dénouement. Nous nous trouvions donc devant deux logiques de solution, l'une internationale et l'autre qui considère l'une internationale qui considère que la solution de ce conflit s'impose du fait que les États membres du Conseil les membres permanents du Conseil de sécurité veillent sur leurs intérêts communs, soit avec le Maroc ou bien l'Algérie, et l'autre qui s'affilie aux propres intérêts de l'État marocain. Sachant que le projet marocain d'autonomie s'inspire des propositions pertinentes de l'ONU et des dispositions constitutionnelles en vigueur dans les pays plus proches ou bien actuellement, géographiquement ou culturellement proches du Maroc. Il s'appuie sur des normes et des standards internationalement reconnus. Par cette proposition à cet objectif réaliste, le Maroc peut garantir à la fois sa revendication propre de l'intégrité territoriale et le souhait de ses populations de se gouverner dans des conditions autonomes et démocratiques pour aboutir à une gestion mutuelle avec l'État marocain. Ici d'ailleurs, à cette proposition réaliste que le projet marocain de l'autonomie trouve un écho favorable dans le discours international, politique et normatif. Sur le plan politique, les États concernés et intéressés par ce conflit et par la région de l'ensemble de la région du Maghreb et du Sahel considèrent que la proposition marocaine est une feuille de route crédible et respectueuse de l'autodétermination. En l'occurrence, la France, l'Espagne, les États-Unis et dernièrement Israël et autres comme l'Allemagne et Portugal et autres. Sur le plan normatif et multilatéral, les résolutions des Nations Unies ou bien du Conseil de sécurité qui se sont enchaînées depuis 2007, surtout la résolution 1754 en avril et la résolution 1783 en octobre, suivie par la résolution 1813 en 2008, en passant par la résolution 1920 en avril 2010, jusqu'à la résolution 2602 en octobre 2021, considère que la proposition marocaine est une base de négociation constructive pour un accord négocié entre les parties. Tout comme récemment la résolution 2654 en octobre 2022, qui a reconduit la plupart des paramètres de la solution politique et en même temps procédé à des ajustements destinés à mettre la pression sur les parties pour l'inciter de s'engager en avant pour faciliter la tâche de l'envoyé personnel du secrétaire général qui est actuellement M. Stephen de Mistura, succédé de l'ex-président allemand Kohler, qui a été d'ailleurs démissionné de ce poste comme ses prédécesseurs. La perspective d'un règlement équitable de l'affaire du Sahara nécessite un projet de société digne de respect et garantissant la liberté,
individuelle et collective les citoyens dans le souci d'améliorer les conditions de leur vie et promouvoir la justice sociale demeure primordiale pour la démocratisation de cette affaire. La résolution de ce litige ne peut aboutir sans l'activation de l'option démocratique, dont l'acte principal dans la dynamique attractive, lui permettant d'emporter l'adhésion de l'ensemble de la population sahraoui pour obtenir le consentement de la communauté internationale et parfaire l'adhérence de l'ensemble national. La solution de l'autonomie reste la seule solution consensuelle qui permet, avec l'engagement des parties concernées, de mettre fin à ce différend régional dont la persistance rend la région du Maghreb encore plus vulnérable et exposée des menaces de l'insécurité, de l'instabilité et du terrorisme qui met en danger plus que jamais la situation sécuritaire de l'ensemble de la région de Sahel-Saharienne, qui est maintenant menacée par l'émergence de nouvelles connexions entre les membres de Front de Polisario et les terroristes de Al-Qaïda au Maghreb islamique AQMI. Aussi, de favoriser la relance de l'édification d'un Maghreb démocratique, stable et solidaire, son intégration économique, lui permettait de s'erger en force d'un interlocuteur respecté par les différents partenaires des mondes. Il lui permettait aussi, et surtout, de récupérer l'équivalent de 2 milliards et demi de dollars annuellement comme un équivalent du coût du non-Maghreb. Ainsi s'achève ma présentation devant vous et je vous remercie pour votre attention et surtout votre patience. Merci. Je suis à votre disposition.